La France signa son premier traité avec les autorités traditionnelles au nord du pays à Obok. Dans un premier temps, elle délaissa cette possession pendant plus de 20 ans en y voyant peu d'intérêt, et c'est là, malgré le percement du canal de Suez qui devrait revaloriser sur le plan géostratégique toute la région. C'est surtout à cause de l'intérêt qu'accordaient Italiens et Anglais à cette région que les Français ont dû se résoudre à coloniser réellement Djibouti à partir de 1882, en y envoyant un gouverneur. Dans un contexte des conquêtes territoriales et des rivalités européennes, Djibouti devient alors le théâtre d'une confrontation politique, diplomatique et géopolitique. Les Occidentaux s'empressent de signer des traités d'amitié au départ pour légitimer leurs possessions territoriales. Ces derniers ne tiennent pas compte souvent de la valeur juridique, culturelle ou relationnelle aux yeux des sociétés pastorales régies par d'autres formes de gouvernance. Les dizaines de traités signés entre la France et les autorités coutumières locales manifestent ainsi plus d'incompréhension et de tensions. À leur arrivée, les Français savent pourtant que les populations de notre territoire possèdent leur langue, leurs traditions, leurs croyances ainsi que des juridictions différentes, parfois contradictoires avec leur mode de vie et leur monde. Mais ces richesses culturelles sont méprisées par l'arrogance civilisationnelle occidentale qui assimile à des sauvages qu'il faut civiliser en général. La colonisation crée de facto une situation d'imbroglio qui débouche inéluctablement sur des tensions et des hostilités. En effet, en dehors du premier traité du 11 mars 1862, transcrit en arabe et en français, le reste était uniquement écrit en français. En effet, la plupart des autorités traditionnelles s'appuient sur leur langue locale pour communiquer. Les premiers traités signés entre 1862 et 1882 ont maintenu des quiproquos qui ont conduit à des violences. En effet, l'interprétation fallacieuse et erronée du premier traité du 11 mars 1862 conduisit les sultans de Rahaïta à tourner le dos à la France, puissance tutélaire des côtes obokoises. D'énormes portions territoriales sont ainsi délaissées au profit des Italiens. Les sultans ne pouvant concevoir qu'ils auraient octroyé à la France à titre gracieux leurs terres en échange des 10 000 thalers, monnaie de l'époque, comme les prétendait le traité. Dans les faits, le sultan, selon la Mad'a, n'a aucune jurisprudence à pourvoir et à distribuer des terres aux gens, encore moins aux étrangers. Il faut noter que ni les chefs Issa ni les sultans de Gobarad ne maîtrisent les français et encore moins l'arabe. Pour pallier à ces manques, on s'appuie sur des interprètes locaux issus des villes portières et engagés par les colons. Les droits coutumiers ne fonctionnent pas de la même manière que les droits modernes, importés et imposés depuis la métropole. Ici, les Français pour les cas de Djibouti. Les terres ne peuvent être vendues, elles sont partagées. Au contraire, elles peuvent permettre aux autres communautés de cohabiter avec les deux communautés vivant en République de Djibouti. Ces différents traités, bien qu'ils soient fondamentaux dans la construction, l'extension et l'évolution territoriale, ont eu des conséquences définitives et irréversibles sur les tracés frontaliers de Djibouti dans son intérieur et par rapport à leurs voisins. Cependant, ces traités signés avec l'empire colonial sont non seulement ambigus, mais accentuent et renforcent l'assujettissement et l'aliénation des portions des territoires sous autorité des différents sultans et des lougas et manifeste textuellement la perte des souverainetés de ces chefferies traditionnelles considérées à leur arrivée comme des suzerains indépendants avec lesquels on pouvait et devrait traiter d'égal à égal. Les deux traités de Corambado, signés respectivement avec les sultans de Gobarad le 14 décembre 1894 et les chefs Issa le 26 mars 1885, manifestent tout simplement qu'ils ne sont pas compris par leurs signataires, dans la mesure où ces derniers ne comprennent que peu de choses aux terminologies et lexiques sur lesquelles se basent les colonisateurs. Comme l'emploi des termes tels que cession, propriété ou encore donation, il n'est pas question d'attribuer des terres dans la culture nomade car la terre est sacrée, d'autant plus qu'elle est une propriété inviolable et inaliénable. En faisant signer ces traités, l'un des objectifs du colonisateur est d'utiliser ces documents comme acte de propriété auprès des autres puissances coloniales. Les chefferies se rendront compte très vite de la confiscation de leur indépendance politique et économique. La colonisation limite la liberté de circulation et des mouvements et fait décliner les commerces basés sur la caravane par une mort certaine de ces modes de transport traditionnels avec l'avènement du train. Dès l'instant où des traités sont signés avec les chefs traditionnels autochtones, ces derniers touchent des rémunérations modiques, voire misérables, qui les maintiennent dans la pauvreté. Leurs caravanes concurrencées par le train, leur circulation entravée par les frontières arbitraires, leurs territoires ne dépendent plus que du bon vouloir du colonisateur. Avec la colonisation qui s'intensifie, les chefs coutumiers sont alors relégués au rôle consultatif dans la gestion de la vie politique, religieuse et sociale. Les sultans et les ougas n'ont ainsi jamais été consultés, jusqu'à ce qu'un 27 juin 1977, les Djiboutiens décident d'appeler leur pays la République de Djibouti et se libèrent de tout joug colonial dans lequel ils s'étaient enlisés par l'ignorance du contenu des traités par ces chefferies traditionnelles.